Et je voulais vraiment faire du cinéma en fait. C'est un travail qui est très physique et très fatigant. Là, en fait, mon corps il lâche quoi. Au même moment, je rencontre le livre de Marie Kondo et j'ai dit ok, c'est bon, je me lance. J'arrête le cinéma. Si elle y arrive, moi je peux y arriver. J'y suis évidemment allée au culot, je n'avais jamais fait ça. Donc c'est quand même assez ouf, mais ça je peux pas vous le dire. Teasing. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Reconversion produit par le Studio 29. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elodie Boulard, une ancienne assistante caméra qui a travaillé sur des films internationaux avant de se reconvertir dans le home organizing. Formée par Marie Kondo, Elodie a fondé La Fée du Tri où elle aide désormais ses clients à désencombrer leur espace pour mieux se sentir chez eux. Prépare-toi à découvrir son parcours, de l'industrie du cinéma à une carrière dédiée à l'organisation et au bien-être à domicile. Salut Elodie. Salut. Je suis très heureux de t'accueillir dans mon podcast Objectif Reconversion. Je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais te demander en quelques mots, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, je m'appelle Elodie, je suis plus connue sous le nom de la Fée du Tri et je suis professionnelle de l'organisation. Je forme des personnes à un métier extraordinaire qui est donc le home organizing. On va y revenir très rapidement, mais si tu es là, c'est que bien évidemment, c'est que dans ton parcours, tu n'étais pas forcément destiné à être à la tête de la Fée du Tri. On va revenir un petit peu sur ton parcours, on va remonter quelques années en arrière et explique-nous un petit peu ton parcours scolaire et ton cursus à l'école. Parcours scolaire, écoute, classique. J'ai fait un bac S. J'adore les maths. Ok, c'est pas grave. J'étais genre moyenne à l'école, tu vois. Voilà, j'ai toujours passé le truc un peu comme ça. Et j'ai passé mon bac. Et en fait, après, j'avais plusieurs possibilités. Donc, je me suis inscrite en prépa pour rassurer quand même les parents. Et je voulais vraiment faire du cinéma. En fait, il y avait un truc, je voulais absolument voilà, faire du ciné. Donc, je me suis inscrite dans plusieurs BTS. Et à l'époque, c'était pas si simple que ça de rentrer dans un BTS. Je voulais être à Paris. J'ai pas été prise parce qu'ils prennent genre 10 personnes, tu vois, au BTS audiovisuel de Paris. C'était même Boulogne, je sais pas s'il existe encore. Et je m'étais quand même inscrite dans d'autres BTS et j'ai été prise à Roubaix. Donc ça a été un peu... quand j'ai appris ça, c'était un peu dur. Je me souviens, j'avais un copain à l'époque, j'étais là, je me souviens, j'étais en cours de sciences, de physique, je crois, et j'ai appris le truc et je me suis mise à pleurer. J'ai dû sortir de la classe, genre, mais qu'est-ce que je vais faire Le à choc. Roubaix, ouais. Et donc, je suis partie à Roubaix après le bac, faire mon BTS audiovisuel, donc option image. Et c'était les meilleures, enfin, ça faisait partie des meilleures années de ma vie, quoi. Ça a vraiment Et tu as été. toujours été passionné par le cinéma, parce que en gros, le cinéma, c'est quand même un domaine qui est assez large. Qu'est-ce qui te plaisait dans le cinéma et tu te projetais dans quoi, dans quel métier à l'intérieur du cinéma? Honnêtement, je sais pas trop. En fait, je sentais juste que j'avais envie de faire ça. C'était assez bizarre. Mes parents, ils ont jamais, enfin, ils travaillent pas dans le cinéma ni quoi que ce soit. Je faisais quand j'étais au fin du collège, tu vois, j'allais à Beaubourg faire des cours de cinéma, d'impro, dans une espèce de salle à côté de la place Carrée, là, de la Fontaine. Enfin bon, je faisais des trucs là et je m'étais dit, waouh, trop bien. Mais je sais pas vraiment comment c'est venu, tu vois. C'était juste une évidence. Et après, c'était un peu par élimination, tu vois, parce que dans le BTS, tu avais le son, la production, l'image, et moi, j'avais envie d'aller dans l'image. Je faisais quand même un petit peu des vidéos, tu vois, je m'amusais un peu à faire des vidéos quand j'étais petite. Et voilà, et j'étais prise en image. Et là, ça a été une découverte géniale, parce que bah, je partais de chez mes parents, en plus, tu vois, donc j'avais mon petit appartement, j'avais les potes, j'habitais à Roubaix, mais donc pas très loin de Lille, donc c'était vraiment la liberté. Je faisais du cinéma, on allait au cinéma tout le temps, on étudiait des films, enfin bon, c'était génial. Ouais, on le ressent bien, on le ressent bien. Et pendant ton parcours, donc, tu obtiens ce BTS-là, tu travailles tout de suite, tu fais de l'alternance, tu as des stages, comment ça se passe? Comment tu mets Euh, le pied dedans finalement en tant que professionnel du cinéma? En fait, on avait, particulièrement dans ce BTS, on avait une option le samedi matin de cours de pellicule, pour Ok. apprendre comment charger la pellicule dans des caméras, etc. Et c'était un des seuls BTS qui faisait ça, parce qu'à l'époque, le numérique commençait à apparaître, bien sûr, hein, mais voilà, c'était pas quand même pas hyper commun. Et donc, j'ai été formée à ce truc-là. Donc après, une fois que j'ai fini mon BTS, je suis retournée chez mes parents. Enfin, je suis retournée en région parisienne. J'ai pris un appart avec des potes du BTS. On s'est inscrit en fac de ciné, Ok. tu vois, histoire d'avoir une carte étudiant. À l'époque, c'était plutôt pour ça, Ok. clairement. Ok. Et on a bossé un peu sur des courts-métrages, un peu à droite, à gauche, etc. Et j'essaye de refaire le fil dans ma tête. Assez rapidement, j'ai rencontré quelqu'un. Et assez rapidement, je l'ai rencontré sur un court-métrage. C'était un chef électricien. Et je sais pas, un mois, 2 mois après qu'on soit ensemble, il m'a dit, ouais, est-ce que ça te dit qu'on parte vivre en Nouvelle-Zélande? Ok. Et moi, j'ai dit oui.
parce que je suis un peu une ouf et que je trouvais ça super. C'est mieux que Roubaix ou pas? Et c'est différent. C'est un peu différent. Et donc, en fait, si tu veux, j'ai fait un peu des courts-métrages. Voilà, j'ai fait ma fac de ciné, mais c'était un peu sans plus. Et je suis très vite partie là-bas. Et juste avant de partir, quand même, j'avais réussi à faire un stage sur mon premier long-métrage. Ça s'appelait Chrysalis. Et donc, j'étais vraiment stagiaire. C'était un film avec Albert Dupontel. J'étais avec un assistant caméra qui est toujours connu et très reconnu. Donc, j'étais dingue de faire ce truc-là. Et toi, tu faisais quelle mission, justement, pour préciser un peu Alors, donc moi, j'étais stagiaire caméra. Donc là, en l'occurrence, vraiment, c'était plus de l'observation. J'allais charger les batteries, porter des caisses. Tu vois, vraiment, j'assistais les techniciens caméra. Ok. Donc les techniciens caméra, en fait, assistants caméra, donc on assiste le cadreur ou le chef opérateur. Donc on met des accessoires sur la caméra si on veut avoir une caméra à l'épaule, sur une grue. Donc c'est à nous de préparer la caméra pour qu'elle soit bien mise pour les demandes du réalisateur et du cadreur. Ok. Et donc c'est quand même vraiment technique. Et donc voilà, j'ai mis un pied vraiment là-dedans, dans cette famille-là. Et je suis partie après en Nouvelle-Zélande. Et là, quand tu pars en Nouvelle-Zélande, donc bien évidemment, tu sais pas ce que tu vas faire parce que tu suis donc ton compagnon de Ouais, l'époque. ouais. Comment se passe justement cette première expérience où tu te lances dans l'inconnu professionnellement? Donc, tu n'as pas de retombée là-bas. En tout cas, il n'y a rien qui Mm. t'attend. Comment tu vis ça et comment tu t'adaptes finalement à cette nouvelle vie? Bah, il y a un côté vraiment excitant, tu vois, d'arriver dans un nouveau pays, en tout cas à cette époque-là, à cet âge-là, j'avais 20, 21, 22 ans, tout était nouveau et puis j'étais pas seule, donc voilà, et mon compagnon de l'époque, il bossait aussi dans le cinéma, donc en fait très vite, il avait comme il avait un peu regardé en amont, et il avait vu qu'il y avait des agences, comme ici on peut avoir des agences pour les comédiens, là il y avait des agences pour les techniciens. Ok. Donc en fait, quand tu es technicien cinéma là-bas en Nouvelle-Zélande, tu t'inscris dans une agence. Au début, tu es tout en bas de la liste et à un moment donné, bah, ils t'appellent pour faire des trucs. Donc nous, on s'est inscrit très rapidement sur ces listes-là. Et comme il y a beaucoup de boulot en Nouvelle-Zélande, en tout cas à l'époque, très vite, on a été appelés. Donc moi, je me souviens, et là, j'étais pas rassurée parce que je parlais anglais, mais bon, tu vois, j'avais appris l'anglais à l'école. J'étais partie un peu en Angleterre, mais j'étais pas bilingue, quoi. Surtout, tu dois avoir un vocabulaire assez technique Oui, en plus. dans ce métier-là. Ouais, ouais. Mais bon, tu vois, j'y allais un peu au culot, j'étais jeune, voilà. Et en fait, le premier truc que j'ai fait, la première pub, c'était une pub pour les All Blacks, enfin pour Coca-Cola avec les All Blacks. Donc, tu vois, déjà, petite pression, avec que des gens que je connaissais pas. Et donc, j'étais troisième assistante caméra. Donc là, troisième assistante caméra, je m'occupais du retour. C'est-à-dire que je faisais en sorte que toute l'équipe puisse voir ce que le cadreur voit dans la caméra. Donc, en gros, tu branches un câble sur la caméra que tu branches sur une télé et tu prépares. Sauf que, bon, en fonction des axes, tu bouges la télé. Enfin, tu vois, voilà. Ouais, ok. Et c'est un travail qui est assez compliqué, en fait, parce qu'il faut être vite, vite, vite. Et puis, tu démarres, enfin, tu vois. Ouais. Mais ils ont été hyper accueillants. Une petite Française qui est là à l'autre bout du monde, qui baragouine un peu l'anglais. Tu vois, ils ont été super. Et du coup, ça a été ma première expérience. Et après, j'ai fait mon petit trou comme ça dans le milieu, quoi. Et est-ce que c'était très différent d'un tournage en France où c'est exactement les mêmes codes, exactement les mêmes métiers tu parles de troisième assistant, tu as les mêmes assistants, les mêmes règles en fait hiérarchiques, etc. C'est ou la même c'est chose. la même chose? C'est la même chose. Ce qui peut changer, c'est peut-être un peu la mentalité, la langue, bien sûr, la façon de travailler, tu vois, comme en Corée, en Inde, dans d'autres pays. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a une manière de travailler, mais après, les postes sont les mêmes. C'est pareil. Ok. Franchement, donc j'étais pas trop perdue, même si en France, j'avais pas eu beaucoup d'expérience. Mais là, en fait, ça s'est enchaîné. On n'avait pas trop le temps de voir. Et puis, faut voir qu'en Nouvelle-Zélande, bon, on a tourné un peu en studio, mais on tournait quand même beaucoup dehors. Donc, t'imagines le truc, t'es avec des caméras, t'es avec les All Blacks, t'es dans des trucs, des décors de cinéma. Enfin, tu vois, Le Seigneur des Anneaux et tout, tu vois, on tourne dans des endroits comme ça. Donc, c'est dingue, quoi. Et juste pour revenir rapidement, donc tu pars en Nouvelle-Zélande, mais pourquoi la Nouvelle-Zélande? Puisque finalement ton compagnon il n'est pas muté là-bas, lui non plus, il n'y a rien forcément qui l'attend professionnellement là-bas. Pourquoi la Nouvelle-Zélande et pas un autre pays? Écoute, je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi lui m'a proposé. Il voulait aller là-bas, tu vois. Moi, j'ai suivi. Je veux dire, voilà, je sais pas bien pourquoi en fait il voulait partir là-bas, mais ça paraissait assez cool. Et puis c'est un des pays, c'est le pays le plus loin de la France, donc il y avait peut-être un truc de genre il voulait se barrer D'être bien bien le plus loin. loin possible. Et peut-être aussi pour les opportunités de travail, parce que lui, il avait un petit peu plus d'expérience.
Je pense qu'il avait déjà un peu étudié le truc et quand je l'ai rencontré, c'était déjà un peu mûr dans sa tête, quoi. Tu vois, voilà. Et cette expérience néo-zélandaise, donc elle dure combien de temps et comment t'évolues finalement? Parce que là, on voit que tu démarres tout de suite par un tournage qui est quand même important, puisque Ouais. avec Coca-Cola et les All Blacks qui sont à peu près l'emblème de la Nouvelle-Zélande, comment justement ton parcours, combien de temps ça dure et comment t'évolues finalement pendant tous ces mois, années? Ça a duré 1 an parce qu'on avait un visa, du coup, le visa Working Holiday Visa qui existe toujours, je crois. Et donc, ça a duré 1 an. Et pendant 1 an, on a beaucoup bossé. En fait, on a voyagé un petit peu, mais pas tant que ça. On a quand même beaucoup travaillé. Moi, j'ai enchaîné les pubs, des courts-métrages. Parce qu'une fois qu'on a fait son trou, il y a quand même beaucoup de tournages. Donc, voilà, assez rapidement, on peut évoluer assez rapidement dans le métier. Et j'ai terminé par un gros long métrage de 3 mois en studio sur fond vert, un truc néo-zélandais, coréen avec des cascades et tout. Donc, c'était vraiment, vraiment Ah, cool. génial. Des chevaux, enfin vraiment, il y avait des effets spéciaux, tu vois, des trucs, waouh, trop cool. Tout ça en studio. Et donc, on voyait notre visa qui allait se terminer. Donc, la production a prolongé notre visa pour qu'on puisse terminer le film. Et là, en fait, moi, j'avais envie de rentrer, mon compagnon moins. Bon, on s'est mis d'accord, on a décidé de finir notre voyage, de voyager un petit peu avant de rentrer, et on est rentré. Et donc, on est resté un petit peu plus d'1 an, on a tout vendu. On est parti en Australie avec un van pour faire un tour d'Australie voilà, pour profiter. Tant qu'à être de ce côté-là, autant en Voilà, profiter. c'est ça. Et donc, ouais, je crois qu'on a fait 1 mois et demi en van en Australie. C'est là que je suis tombée amoureuse du van life et voilà, je me dis ah, c'est trop bien malgré bon voilà le van en Australie c'est quand même tu vois il y a des grosses bêtes il y a bon, voilà c'est pas pareil que la Bretagne quoi. Mais non, je suis vraiment tombée amoureuse du van life. Et donc, on a voyagé un peu, on a fait les îles, on est allé dans les îles Fidji. Enfin, tu vois, voilà, on a un peu profité. Puis, on est rentré chez papa-maman Ok. à l'époque. Et donc, lui, il est rentré chez sa mère. Moi, je suis rentrée chez mes parents. Et très vite, j'ai plus la chronologie en tête, mais très vite, en fait, j'ai recontacté ce fameux assistant caméra voilà, qui s'appelle Fabrice, que j'embrasse s'il m'écoute. Ok. Et il m'a vraiment réintégré. Il y avait une possibilité de m'intégrer sur un tournage. Et donc, très vite, en fait, je suis partie sur un tournage. Je suis partie sur L'Immortel, un film avec Jean Reno, réalisé par Richard Berry. Et bon, bah là, c'était parti pour après 10 ans Et d'assistanat. Et avec du recul, maintenant, justement, là, on refait un focus sur ton parcours, donc c'est Ouais. quelques années après. Qu'est-ce que t'as apporté, cette expérience néo-zélandaise et donc cette expérience à l'étranger, sur la nouvelle toi qui arrive en France avec donc plus d'expérience Ouais. que la petite jeune qui est partie en Nouvelle-Zélande? Qu'est-ce que ça t'a apporté avec du recul? Comment tu le vis et comment tu te vois justement à revenir en France, puisque le bagage maintenant n'est plus le même? Eh ben, écoute, en fait, ça m'a pas apporté tant d'assurance que ça. Ok. J'avais appris des trucs, mais en fait, je me sentais pas avec plus de bagages que Tu quand te sentais j'étais pas plus partie. légitime? Pas sur les tournages, en tout cas, parce que c'est quand même une pression. Il y a quand même, ouais, non, un an était pas suffisant pour que je me sente légitime. En revanche, je pense que ça m'a vraiment beaucoup apporté sur ce truc de pouvoir s'adapter partout à n'importe quel moment, de savoir rebondir, de savoir réagir. C'était marrant parce que un des premiers tournages que j'ai fait en Nouvelle-Zélande, on arrive et tout le matin, voilà, il pleut à verse, tu vois, il pleut et tout. Donc moi, dans ma tête, je viens de commencer le cinéma, tu vois. Je me dis, bon, les gars, il pleut, c'est bon, tu vois, on annule la C'est journée. annulé, ouais. Je rentre chez moi, pas du tout. Surtout en Nouvelle-Zélande, il pleut souvent. Et sauf que j'étais pas équipée, j'ai fini par acheter après un kawaii. Mais non, on a tourné toute la journée dehors. Ça, c'est vraiment le truc qui ne me manque pas du tout par rapport à ce métier d'ailleurs. D'être dehors, dans le froid, le vent, la pluie et tout. Et donc, voilà, j'étais un peu, tu vois, je m'étais un peu endurcie par rapport à ça. Et je savais que, enfin, c'est dur. C'est vraiment un métier qui est difficile. Donc, quand je suis rentrée, en plus, j'ai enchaîné sur L'Immortel, qui était un tournage sportif. Voilà, je me suis vraiment. J'étais déjà un peu endurcie, on va dire. Et comment, donc tu l'as dit, ça va durer quasiment 10 ans, Ouais. ce parcours-là. Est-ce que tu as des perspectives d'évolution ou est-ce que tu te dis, est-ce qu'il y a des grades, tu peux franchir des grades? Est-ce que tu veux te tourner vers d'autres choses, être à un moment donné, j'en sais rien, moi, derrière une caméra? Quelles sont les possibilités en fait qui s'offrent à toi sur ce parcours? Bah, tout était possible. Moi, j'avais pas trop une vision sur le long terme. En fait, tu vois, je me suis jamais dit, je vais absolument être chef opérateur.
Mais en fait, j'étais dedans et petit à petit, ça a évolué. Donc, c'est vrai que en fait, j'avais envie de changer de poste quand je commençais à me lasser et que c'était vraiment dur. Donc, j'ai commencé troisième assistante caméra. Donc, c'est-à-dire que je faisais vraiment l'histoire du retour. Donc, typiquement, sur un film comme avec Richard Berry, mon but, c'était de câbler toutes les caméras. Des fois, il y en avait 2, 3, qu'il ait ces 3 écrans devant lui, qu'il puisse entendre et qu'il puisse regarder les images et dire oui, ça va, ça va pas. Et on change de décor, il faut déplacer tout le bazar. Donc, c'est bien, on est à côté du réalisateur, donc on apprend aussi pas mal de choses. C'est très physique et quand même assez ingrat parce que c'est vite, vite, vite et voilà. Il faut que tout fonctionne, que tu enregistres, que tu renvoies l'image. Bon, il y a quand même de la pression absolument tout le temps. Et ensuite, voilà, j'ai eu la possibilité, je me souviens même plus sur quel film ça s'est passé, mais j'étais toujours avec Fabrice et Fanny, voilà, ce binôme avec qui j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et j'ai eu la possibilité de passer deuxième assistante caméra. Donc là, vraiment, c'est un peu différent. Donc là, tu accessoirises vraiment la caméra. Tu fais en sorte. Le second aussi, donc il va charger, décharger une caméra. Bon, maintenant, on fait ça avec des cartes, mais à l'époque, c'était en pellicule. Donc j'ai fait quand même pas mal de films en pellicule. Donc je chargeais, je déchargeais la pellicule. Quand il y a des répétitions avec les comédiens, on met des marques au sol pour que voilà, ils disent bah là le comédien faut qu'il s'arrête ici. Donc c'est un travail qui est différent. Faut être à ce qu'on appelle à la face, tu vois, être là, regarder ce qui se passe, être réactif, être discret, rapide et bien organisé. C'est un peu plus complet. Ouais, finalement. c'est plus complète. C'est une place qui est différente, qui est aussi un peu stressante. Et surtout, tu accompagnes le premier assistant caméra. Donc là, en l'occurrence, c'était Fabrice et ou Fanny, pour qu'ils puissent prendre des mesures pour que quand on tourne, parce que bon là, par exemple, on est en fixe, mais si on tourne avec plusieurs comédiens et qu'on a une caméra à l'épaule, faut le suivre, il va devant, derrière, il faut que ce soit tout le temps net. Ok. Et donc ça, enfin voilà, il y a des techniques. Et donc le premier assistant, lui, il fait la mise au point pendant toute la prise du tournage, tu vois, donc selon la configuration de la caméra. Mais il a souvent besoin d'un second pour prendre les mesures, même parfois pendant la scène, pour lui dire au Toki, tu vois, 5 pouces 6, enfin bon. Ok. Et donc c'était hyper cool de faire ça, quoi. Et pendant ces 10 ans, parce que tu parles beaucoup de Fabrice et Fanny, Ouais. on voit qu'ils sont importants dans ce parcours-là. Finalement, c'est toujours la même équipe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le premier assistant a son équipe et a confiance en son deuxième assistant, troisième assistant, souvent c'est répété en fait, tu retravailles avec les mêmes personnes, ça se passe souvent comme ça. Oui, tu as une équipe. Puis bon, moi, franchement, c'est vrai que Fabrice et Fanny, ils sont connus dans le milieu et on faisait quand même des gros films. Donc, c'était une chance pour moi d'être, tu vois, d'être dans cette équipe-là. Et après, j'avais une autre équipe aussi avec qui je tournais, qui faisait plus du téléfilm. Un autre chef. En fait, j'avais 2 chefs. Mais c'est vrai qu'en général, quand tu as une équipe qui tourne, même le chef opérateur, il aime bien toujours travailler avec le même assistant caméra parce que on se connaît, on sait la façon vous parlez dont... plus, il y a des repères qui C'est se ça. créent. Donc en général, une fois que tu as ton équipe, ça tourne. Tu peux avoir 1 ou 2 équipes, mais ouais, souvent tu as le même chef. Et donc par rapport à l'évolution, voilà, moi j'étais troisième, je suis passée seconde. Et en fin de carrière, quand j'ai arrêté, je commençais à être première assistante caméra, donc à faire la mise au point, etc. Mais j'avais pas, si tu veux, ce truc de me dire, voilà, je veux absolument être chef-op. Oui, c'était plus Je sais pas, l'évolution classique. Ouais, ça me parlait. En fait, c'est pour ça que j'ai changé. On en reparlera sûrement après. Ouais. Mais parce que, en fait, je me voyais pas faire la lumière. C'était pas mon truc. Le cadre, j'ai une notion du cadre. J'aime bien faire quelque chose de beau, mais être juste simple cadreur, c'est quand même très niche. Tu vois, en général, les réalisateurs, ils veulent que quelqu'un cadre et fasse la lumière en même temps. Et il y avait aussi cette option de faire du steadicam, donc où vraiment, tu as une machine sur toi avec un pied. Tu vois, c'est un truc un peu particulier qu'on voit dans les matchs de foot notamment. Voilà. Et ça, c'était très physique. Et typiquement, Fanny, ma chef, maintenant, elle est steadicameuse. Mais moi, je me voyais pas faire ça. Donc, à un moment donné, être assistante d'eux, voilà. Et donc c'est cette lassitude, ou en fait le phénomène de se dire je tourne un peu en rond, en tout cas j'ai l'impression d'avoir fait le tour du métier. Donc ça prend 10 ans visiblement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe justement, on y arrive, qu'est-ce qui se passe où à un moment donné il y a une prise de conscience en se disant je vais pas faire ça encore sur les 20-30 prochaines années qui arrivent. Qu'est-ce qui fait que tu as eu ce déclic en te disant faut que je fasse autre chose? En fait, ça s'est passé assez doucement. C'est-à-dire que c'est un travail qui est très physique et très fatigant, qui est génial parce que voilà. Mais en tout cas, je sais que c'est pas le cas sur tous les films. Mais nous, les films qu'on faisait avec Fanny et Bibi, dans mes souvenirs, je l'appelle Bibi parce que voilà, les gens reconnaîtront. Maintenant, on le reconnaît. Bibi. Maintenant, on sait que c'est Bibi. Ça avance. C'était physique, c'était dur. Vraiment des souvenirs que j'en ai, il y a eu des super expériences, mais voilà, c'est physique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a fait un film. Moi, je me suis séparée.
Je me séparais, ça a été une séparation compliquée, j'avais ma maison, machin, voilà. Donc il y a eu la séparation et tout de suite après, on m'a proposé un film en Corse. Je suis partie en Corse faire ce film-là et c'était un film très difficile. Humainement parlant, techniquement parlant, on avait de la pellicule le jour, du numérique la nuit, on avait un chef opérateur américain qui était pas hyper funky. Enfin, c'était dur. Ok. Humainement, c'était dur, le réalisateur, voilà. Et ceux qui ont fait ce film s'en souviendront, mais je ne vais pas le nommer parce que je ne veux pas donner trop d'infos. Mais non, mais voilà, c'était horrible. Pourtant, avec des comédiens de dingue, des gens que... Voilà, mais... Et en fait, sur ce film, je suis tombée malade. Euh, mais vraiment, en fait, physiquement, ça allait pas. J'ai pas pu continuer, donc j'ai dû rentrer sur Paris. Et en fait, c'est là que j'ai pris cette décision de me dire, là, en fait, mon corps, il lâche, quoi. Mon Ouais. corps, il lâche, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Je m'en suis pas forcément rendu compte à ce moment-là que c'était mon corps qui me parlait, mais je voyais bien qu'en fait, je pouvais pas. Au même moment, je rencontre le livre de Marie Kondo. Vraiment, je rencontre Marie Kondo, pas physiquement, mais je découvre Marie Kondo et une idée germe dans ma tête où je Tu me dis, découvres comment d'ailleurs? je C'est lis un par hasard? livre. Ouais, en fait, mon père m'offre La magie du rangement parce qu'il était libraire à l'époque et en fait, à chaque fois que j'allais chez mes parents, je rangeais les DVD par ordre alphabétique. J'avais besoin de ranger, tu vois, genre chez eux parce que c'est un peu, Ok. c'est pas le bordel, mais il y a beaucoup de choses. Bon. Est-ce que t'aurais ce côté maniaque? Maniaque, je sais pas, mais quand ça va pas, j'aime bien ranger. Tu Ok. vois, mais je suis pas psychorigide sur le rangement, mais bon, oui, mais Mais j'aime ça te bien. détend. Le Ça me rangement te détend. détend. Voilà, Ok. exactement. Ça, tu vois, vraiment, tu me donnes si je suis énervée, tu me donnes un bordel, là, je range tout, Bah, ça me je fait du vais bien. garder tes coordonnées hein, Voilà. si jamais on a besoin. Et du coup, donc je lis ce livre-là et je me dis, mais attends, on peut être payé pour ranger, c'est quoi ce délire, tu vois? Je me dis, mais attends, c'est pas possible, elle, c'est son métier. Donc ça fait son chemin, les peurs arrivent à ce moment-là. Donc, en fait, les peurs me disent rassieds-toi sur ton canapé, continue à être intermittente, tu as un crédit, tu peux pas, tu vois, et tu peux pas tout lâcher comme ça. Donc, voilà, j'avais peur. Donc, j'ai rien fait. Et quelques mois après, moi je parle de l'univers, mais voilà, des corrélations qui ont fait que une copine m'envoie un extrait d'une émission radio d'une Belge qui est home organizer, qui a sa boîte et qui parle de son métier. Et donc je dis, ah tiens, ok, donc je contacte cette fille-là, je pars en Belgique assez rapidement, en mode coup de tête, je vais la rencontrer. Et je vois que bah, elle est home organizer, donc elle est professionnelle de l'organisation, elle a une équipe, elle forme des gens, elle bosse, elle en vit, elle a mon âge. Parce que Marie Kondo, c'était aussi, voilà, elle est japonaise, elle habite aux États-Unis, c'est une autre mentalité, c'est autre chose, tu vois, ça me paraissait moins concret, quoi. Moins accessible. Exactement. Et quand je suis arrivée voir donc, cette fille qui s'appelait en plus Elodie, je me dis, waouh, trop bien. Et donc là, je suis rentrée et j'ai dit, ok, c'est bon, je me lance, j'arrête le cinéma. Voilà, Sorti de là, t'es convaincu que c'est fini Ouais, et... Ok. en tout cas, en fait, j'en parle souvent dans mes formations, les filles que je forme, etc. Mais il y a vraiment ce truc aussi d'intuition, en fait, de pas trop réfléchir. Ouais. C'est-à-dire que pas me mettre dans le rouge pour, enfin, tu vois, réfléchir un peu financièrement parlant, pour pas être trop dans la galère. Mais en même temps, il y avait un truc où c'était une évidence. Hmm. Parce que je me disais pas, ah là là, comment je vais faire? Je dis, je vais le faire, on va. En fait, je me suis dit, si elle y arrive, moi, je peux y arriver. En fait, c'est vraiment ça que je me suis dit quand je l'ai vue. En plus, elle avait 3 gosses à l'époque, en bas âge. J'étais là, mais comment elle fait, la meuf? Tu vois, c'était complètement délirant pour moi. Je dis, attends, il n'y a pas de raison, si elle y arrive en Belgique, que j'y arrive pas. Donc, ça a vraiment été un peu le modèle où je me suis dit, tu vois, elle a rien de plus que moi. Enfin, rien de plus que moi. Oui, oui, j'entends. En Voilà. gros, c'est quelque chose qui est accessible. Et en plus de ça, là, pour le coup, au contraire de Marie Kondo, tu as lu un livre, là, tu as rencontré la Voilà. personne et tu as vu dans les faits réels que c'était possible. Exactement. Tu parles de quelque chose qui est important, tu parles de la notion financière. Ouais. Parce que quand tu changes de vie, forcément, il y a une notion à un moment donné financière, Ouais, ouais. il y a un impact. Bien sûr. Justement, comment tu le vis à ce moment-là? Là, de ce que j'entends, finalement, tu y vas un peu tête brûlée, tu te Ouais. dis de toute façon, il faut que j'y aille et je dois y aller, c'est mon destin et je le prends en main. Mais quel regard porte ton entourage aussi par rapport à ça, dans cette décision de dire bah, j'ai fait du cinéma toute ma vie, voilà, j'arrête tout, Ouais. maintenant j'ai décidé, je veux me former à ça et je veux lancer ça. Comment eux, parce qu'on sait qu'ils ont un impact ultra important dans un changement de vie, Mm. positif ou négatif, mais en tout cas, il y a un impact. Comment toi, justement, cette étape-là financière et entourage, elle est vécue?
Écoute, alors l'entourage, c'était surtout à l'époque mes parents. Enfin, tu vois, Mmh. les potes et tout, ils m'ont pas dit grand-chose. Ouais. Avec le recul, aujourd'hui, ils me disent, mais en fait, t'es une ouf. Ouais. Mais sur le moment, ils m'en ont pas trop parlé. Ouais, ils se rendaient pas compte de. Ils se rendaient pas trop compte, ou en tout cas, ils se rendaient compte, mais ils voulaient pas trop m'en parler. En fait, c'est surtout parce que les gens me connaissent, Ok. mon entourage et mes parents, et ils savent que de toute façon, il y a rien à, il y a rien à dire. Ouais. Enfin, tu vois, Une ils fois auraient que la pu décision est essayer. prise, c'est. Donc évidemment, j'en ai parlé à mes parents qui m'ont quand même vraiment soutenue dans l'histoire. Voilà, ils m'ont dit bah ouais, ok. Enfin, je pense qu'ils étaient complètement flippés, mais en même temps, ils avaient vu aussi que voilà, quand j'avais envie de faire quelque chose, j'y arrivais et que tu vois, il y avait une confiance qui était Ouais. là. Je pense qu'ils n'ont pas été très surpris. En tout cas, ils ont été vraiment soutenants. Mais après, j'ai pas non plus trop demandé l'avis. Tu vois, je suis un peu partie comme ça. En plus, j'étais célibataire. Je veux dire, tu vois, j'avais pas un conjoint. Donc, en fait, j'ai fait Rien mon ne tenait. truc et voilà. Et financièrement parlant, je sais pas trop en fait ce qui m'est pas. Je pense que j'ai pas hyper. Calculé. Bah, parce que je me souviens, j'avais plus de chômage parce que voilà, j'avais fini mon chômage d'intermittente. Je bossais dans un club de jazz à Paris pour me faire un peu des sous. Tu vois, j'habitais à Saint-Arnaud-en-Yvelines, donc je faisais ça le soir. Je faisais 1 heure et demie de route le soir, Ouais, c'est pas à aller, côté. enfin voilà. C'était une super expérience. Et puis détendue, tu vois, j'étais derrière le bar, donc en fait, moins de pression que de Ouais. devoir mettre les écrans à Richard Berry. Là, je devais faire des sandwichs et des cocktails. Donc, tu vois, on est un peu plus sur la pression. Elle était beaucoup plus... Voilà, c'était cool. C'était pas le même salaire, mais Ouais. c'était très bien. Et en fait, donc voilà, plus de chômage. Et donc, j'habitais dans une maison à Saint-Arnoux que j'ai vendue. Et donc, j'ai récupéré un peu d'argent de cette vente. Donc, j'avais un peu d'argent de côté. Ok. C'est comme ça que je suis... Donc, quand j'ai déménagé, je me suis trouvé un appart. Donc, j'ai décidé de partir à Bordeaux. On pourra revenir dessus, Ouais. de pourquoi Bordeaux. Mais voilà, en fait, j'ai lancé mon truc et financièrement parlant, c'est-à-dire que j'ai vécu sur mes économies. Parce que je réfléchis en même temps, mais j'ai vécu sur mes économies jusqu'à ce que je puisse me payer avec Féluterie, en fait. Sans forcément calculer. T'avais pas forcément préparé Non, je le savais coup que j'avais assez que tu ça vois, mais pour faire j'avais cette pas fait transition. un business plan ou un truc et poser les chiffres. Je Ouais. pense que inconsciemment, je savais que s'il y avait quoi que ce soit, mes parents pouvaient m'aider. Tu vois, c'était aussi euh, peut-être qu'inconsciemment, j'avais cette peur qui était moins là parce que voilà, même si je leur ai pas demandé finalement. Ouais. Et en fait, c'est que quand j'ai vu que j'avais plus d'argent sur mon compte, enfin, quand je voyais, je me disais, ah bah tiens, là, il faut quand même. Bah, là ça a un peu accéléré les choses. Et finalement, j'ai fini par me payer au moment où j'avais plus assez pour me payer moi-même. Enfin, tu vois, ça s'est bien goupillé. En fait, il y a eu Ok. aussi ce truc, mais ça dépend, j'imagine, des personnalités. Quand tu sais que tu as ton chômage pendant 2 ans et que tu lances ta boîte pendant ces 2 ans, bah peut-être que tu vas être moins t'énerver, moins t'exciter, moins t'engager que quand t'as rien. Enfin, que quand t'as que tes fonds propres. Ouais. Et tu vois, donc il y avait un truc aussi un peu de challenge. Moi, c'est comme ça que je fonctionne en me disant, bah là, en fait, il faut que je gagne ma vie dans tant de temps parce que après, Oui, j'ai plus d'argent. et ça t'oblige à réussir. Oui, C'est marrant parce qu'on a fait un épisode bah, justement dans cette nouvelle saison sur la notion du chômage, parce que le chômage reste le meilleur moyen de faire une bascule oui, aujourd'hui en France. bien sûr. Et on discutait justement de raccourcir, parce que ça a été d'actualité, ça ne sera sûrement plus au moment de cet épisode, mais en tout cas, ça a été Ouais, d'actualité de raccourcir le chômage. Et en gros, la personne est spécialisée dans la rupture conventionnelle et m'expliquait que justement, de raccourcir le chômage, c'est ce qui était fait dans d'autres pays européens et booster les gens à ouais, finalement un peu plus se mettre en action, ouais, de créer, voilà, d'avancer. complètement. Donc voilà. Tu as rencontré donc cette personne, Elodie, comme toi, en Belgique. Ouais. Est-ce que, parce que donc, ça va devenir la fée du tri, mais est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire? Est-ce que tu sais déjà que bah, tu veux créer ta propre société, ta propre marque bref, est-ce que déjà tu as déjà tout ce plan-là ou pas du tout? Tu cherches à te former d'abord. Comment tu fais cette transition-là? Alors, quand je me suis vraiment dit je veux faire ça, j'ai commencé à regarder des formations. Il n'y en avait quasiment pas qui existaient en France. Il y en avait une qui existait en ligne, qui n'existe plus. Donc, je l'ai quand même pris puisque j'étais en reconversion, tu vois. Ok. J'avais droit à ça. Donc, j'ai pris cette formation que j'ai faite en ligne qui m'a quand même pas apporté grand-chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je déménage au mois d'octobre pour aller à Bordeaux. Au mois de septembre, donc un mois avant, on me contacte pour faire une émission télé, pour faire Super Nanny. Ok. Sur une histoire improbable d'une fille que j'ai... Enfin, un truc de synchronicité complètement délirant. Je vais vous raconter l'histoire. Ok. Donc,
Je suis à Saint-Arnoux. Je décide de changer de vie. Je pars en Mongolie parce que c'était un de mes rêves. Ok. Je pars en Mongolie, machin. Je rentre de Mongolie, je dis c'est bon. Je change de vie, c'est sûr. Et en plus, je déménage, je vends la maison parce que j'adorais cette maison. Donc vraiment, après la Mongolie, je me dis non, je m'en sépare. Je la mets en vente, ok. Je la mets en vente et dans cette histoire-là, ce qui est quand même intéressant, c'est que ça faisait 1 an qu'elle était en vente et qu'elle partait pas, donc je la remets en vente et je fais venir un géobiologue. Donc un géobiologue, c'est quelqu'un qui nettoie énergétiquement les maisons. En 1 semaine, la maison elle est vendue et au prix. Donc là, ça ne fait que renforcer ma croyance que ça marche. Ok. Bon, ok. Donc là, je me dis, elle est vendue, trop bien. Donc je commence à préparer mon truc. Je me dis, je vais partir à New York. J'ai un pote qui habite à New York. Je vais me faire plaisir. Tu vois, un peu ce truc de... Voilà. Donc je pars à New York un peu sur un coup de tête voir ce pote. J'arrive à l'aéroport. J'envoie un message à Fanny et Bibi Ok. en disant, ouais, faudrait qu'on se voit. Non. Elle me dit, ah bah là, je suis à New York. Je lui dis, mais attends, t'es à New York, c'est-à-dire? Bah là, je viens d'arriver à l'aéroport de New York. Je dis, bah moi aussi. Enfin, donc, en fait, eux deux étaient sur un tournage avec un réalisateur que je connais à New York. Moi, j'arrivais à New York. Donc, j'ai dit, bah vas-y, je viens. Donc, j'ai passé quelques jours à traîner avec eux sur le tournage où moi, en plus, je faisais plus rien. J'étais juste touriste. C'était sympa. C'était génial à New York. Enfin, tu vois vraiment ce Ouais. truc incroyable. Et donc, bah, forcément, ils tournaient des séquences, machin. Et moi, je discutais avec la directrice de prod qui était là. Et on échangeait, machin. Bon, je rentre chez moi, je prépare mon déménagement. Et la directrice de prod me contacte sur Facebook. Je me souviens très bien où j'étais à ce moment-là. Elle me dit, ouais, on cherche quelqu'un pour l'émission de Super Nanny. Je lui avais parlé de mon projet, tu vois, entre deux épisodes à New York. Et elle me dit, bah, tu connais pas quelqu'un? Et donc moi, j'ai dit, bah moi, tu vois. J'y suis évidemment allée au culot, je n'avais jamais fait ça, chez Ouais. personne, tu vois. Mais en fait, quand on fait ce métier, c'est inné, tu vois. Donc me voilà partie après 10 ans d'assistanat caméra pour arriver, pour faire l'émission de Super Nanny. Donc en plus, je m'étais imaginé qu'ils avaient du budget, que j'allais arriver, qu'ils allaient me maquiller, coiffer. Enfin, au moins, tu vois, genre vite fait, tu vois. Et moi, j'arrive avec ma grosse doudoune, machin, il faisait froid, je me souviens, c'était dans le Nord, je toque à la porte. Là, Sylvie, Super Nanny, donc la nouvelle, m'ouvre la porte en mode mais putain, mais non, mais tu sais, je me fais engueuler parce qu'en fait, ils sont en train de tourner et personne me dit rien. Donc je ferme la porte parce que c'était une surprise pour la famille, tu vois. Là, l'ingé son m'équipe, me met un micro sur le parking, dans le froid, à l'arrache. Je me dis, oh putain, ça va pas du tout se passer comme prévu. Et je me retrouve à retoquer, genre bonjour. Et tu vois, donc cette vidéo, pour ceux qui veulent voir, elle est présente quelque part sur les réseaux. On va tous aller la regarder, je te le dis. Je pense qu'elle est sur mon site, Fait du tri. Et je crois qu'elle est sur ma page Facebook aussi, bon Ok. bref. Et on voit que je suis hyper mal à l'aise et tout du truc. Enfin bon, bref. Donc je raconte cette histoire parce que du coup, je fais ce tournage. Le lendemain, j'avais prévu de déménager. Donc je déménage, je pars avec mon petit camion à Bordeaux, etc. Et en fait, ça a été un truc important puisqu'ils m'ont dit, bah, l'émission va sortir dans 3 mois. Donc, si tu veux, cette truc de deadline, un peu comme avec le chômage, Ouais. tu vois, vraiment, je dis, OK, là, dans 3 mois, il faut que Fait du tri. Il faut que quand on tape, à l'époque, Élodie Boulard ou Fait du tri, je savais même pas s'ils allaient citer mon nom, il faut qu'ils me trouvent sur Internet. Et donc, bah là, en fait, pendant 3 mois, j'ai retourné ciel et terre, j'ai trouvé un comptable et machin et machin. Et donc, j'ai très vite pris la décision de monter une société parce que j'avais dans la tête de perdurer. Ok. Tu vois, dans l'énergie de monter une micro-entreprise, Mm. bah, en fait, voilà, je me dis, je monte une société parce que je sais que ça va cartonner. Je me disais ça, tu vois. Et comme ça, j'ai pas besoin de changer. Et aussi, bon, ça, c'est ma façon de penser, je préférais payer plein pot tout de suite. Parce que quand t'es en société, tu payes quand même plus de charges. Un peu. Comme ça, bah voilà, quand dans 3 ans, ça explose, il n'y a pas d'histoire de changer de statut, de machin. Je paye plein pot. Et puis, tu vois, il y avait un truc un peu comme ça. Et il y avait aussi encore une dernière raison, c'est qu'à l'époque, les plafonds de micro-entreprise étaient quand même assez bas. Donc, voilà, en fait, j'étais aussi dans l'énergie de me dire, je monte une boîte pour que ça dure, quoi. Ok. Alors que bon, monter une société, j'étais moi toute seule, donc en EURL. Ouais. Et voilà, et donc j'ai préparé ma communication. Enfin, tout s'est fait, en fait, j'ai créé mon site, j'ai payé quelqu'un pour faire mon site internet, etc. Pour qu'au bout de 3 mois, donc finalement, j'ai eu un petit peu plus de temps que 3 mois, c'est sorti au bout de 4 mois. Et donc, bah, en fait, au bout de 4 mois, tout était prêt. J'avais mon numéro de SIRET, j'avais mon site, j'avais ma com. Ils n'ont pas du tout parlé de la Fait du tri Ok. dans l'épisode parce qu'ils peuvent pas faire un peu de la pub, tu vois. Il y avait écrit Élodie Boulard, je crois. Et il y a eu ça a eu un impact, l'émission télé, sur ma visibilité, Ouais. mais pas plus que ça sur les demandes, tu vois. J'ai pas eu plein de demandes, etc. Mais en tout cas, c'est ça qui a fait que tout s'est préparé comme ça, quoi. Et là, tu parles de la Fait du tri. Le nom, tu le trouves tout de suite.
Le nom, je le trouve avant de déménager avec un pote à moi avec qui on a fait un briefing et il me dit en déconnant la fée, machin. Il m'avait dit un autre truc hyper drôle aussi. Enfin, il est con, il me trouve toujours des trucs. Moi, je suis nulle, tu vois. Je suis vraiment nulle. Et je trouve la fée du tri. Et je me souviens qu'à l'époque, mon ami géobiologue, justement, je lui avais fait tester au pendule des noms, Ok. tu vois. Bon, moi, je fais des trucs comme ça, hein, toujours, voilà. Et donc, il avait testé la fée du tri. Je me souviens, c'était 20 sur 20. Parce que, tu vois, j'avais 1000 choix. J'étais là, bah, je sais pas. La fée du tri, je trouvais ça un peu cucu au début, tu vois. Mm. Et finalement, il me dit, non, la fée du tri, c'est 20 sur 20. Bon, voilà. Et du coup, bah, j'ai choisi la fée du tri. Et il m'avait dit, je me souviens à l'époque, dépose ta marque. Je l'avais fait tout de suite, avec un avocat et tout. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, j'ai encore vu là, il y a quelques mois, quelqu'un qui a lancé un compte Instagram qui s'appelle Élodie la fée du tri. Carrément, quoi. Ah oui, donc là, Voilà. on a Donc, même il y a mis eu le prénom plusieurs avec. fois où on m'a pris le nom. Il a fallu que je fasse Bon, c'est pas grave, mais voilà. Je l'avais déposé à l'époque. Oui, t'as une veille Et permanente sur ton nom quand même. ouais, je regarde maintenant que je me différencie quand même, que tu peux avoir les trucs certifiés sur Instagram un Ouais. peu moins. Mais ça dépend ce que les autres font, tu vois, après en soi. Mais oui, par respect de la marque, tu te dis bon. Et donc, souvent, les filles que je vois me disent ouais, mais le nom, je galère, la fée du tri, c'est trop bien. Je dis ouais, bah ouais, mais j'étais la première, donc maintenant, Et quand tu c'est lances la fée arrivé du vite. tri, tu sais exactement le concept que tu veux. Parce que là, quand tu es appelé sur Super Nanny, je suppose que c'est une maison qui est dans un bordel Ouais. absolu et que donc tu viens pour justement aider à réordonner un peu tout ça. Est-ce que tu sais que justement tu vas avoir une société qui soit destinée à faire du rangement, aider les gens à ranger? Est-ce que tu veux former les gens? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire et quel est le concept au départ et est-ce qu'il évolue avec le temps? Alors, je sais que je veux faire du tri chez les particuliers. Parce qu'en fait, clairement, c'est thérapeutique aussi pour moi. On en reparlera. Mm. Mais je sais que je veux faire ça. Et j'ai quand même derrière la tête l'idée d'être au national et de faire une émission. En fait, ce truc de Super Nanny, je me suis toujours dit, ah, ça serait trop cool parce que du coup, les gens, pour vraiment, si ça passe à la télé, en fait, ça donne une crédibilité à notre métier, etc. Donc, j'ai toujours, depuis que j'ai fait Super Nanny, ce truc de je veux faire une émission. Et donc, si je veux faire une émission, j'ai besoin d'avoir des faits du tri un peu partout en France et un peu comme Stéphane Plaza, tu vois, Ouais, un bien peu le sûr. même modèle. Donc, ça a toujours été dans un coin de ma tête, mais je me suis jamais, voilà, au début, il fallait que je bosse, que j'aille chez des particuliers, que je fasse rentrer de l'argent. Donc c'était un petit peu ça. J'avais quand même ce projet d'émission, tu vois, quelque part, ou en tout cas de réseau, mais vraiment de très loin. J'avais pas préparé de business plan ni rien du tout. Tu vois, j'y suis allée. J'avais fait un peu un business plan, mais comme j'ai toujours su gérer mon argent, je me suis jamais mis dans le rouge, tu vois. Voilà, sans poser le truc, je voyais quand même, mais au bout d'un moment, c'est plus suffisant. Faut faire un tableau Excel. Et comment tu trouves justement ces premiers clients, puisque donc c'est les premiers clients que tu vas aider dans le tri, l'organisation, etc. Comment tu les trouves et comment ça se passe je sais pas si tu as souvenir de du premier client, Hmm. finalement, la première fois où tu as accompagné quelqu'un, où tu l'avais jamais fait, tu avais Oui. fait des formations, mais tu l'avais jamais fait en live. Comment ça se passe? Bah, en fait, c'est marrant parce que c'est une vraie peur aussi des gens que je forme, tu vois, des filles que je forme, qui disent ouais, est-ce qu'on peut faire des stages, etc. En fait, c'était complètement inné. Je veux dire, Ouais. de faire du tri, c'est la partie très facile de notre boulot quand tu es chef d'entreprise, de faire ton truc vraiment, c'est tout ce qu'il y a autour qui est difficile, de trouver des clients, de communiquer, tout ça, c'est chiant. De faire ton travail c'est pour ça que bah, d'être salarié, c'est cool aussi d'une certaine manière, Mm. quoi, tu vois. Donc en fait, le tout premier client que j'ai eu, c'était mon patron, le patron du club de jazz dans lequel je bossais. Ok. Parce que je lui avais expliqué un peu mon projet. Et donc, lui, il a un handicap physique. Et donc, c'était compliqué pour lui dans son appartement. Et donc, j'avais fait sa maison, enfin son appart. Et c'était bon. C'était une évidence. En fait, il n'y avait pas de sujet. Tu vois, pour moi, c'était vraiment c'est facile de faire ça. Et après, en fait, quand je suis donc arrivée à Bordeaux, donc je prépare tout. Et très rapidement, l'histoire est quand même drôle parce que donc je crée mes flyers, tu vois. Et je dépose mes flyers au Biocop, parce que bon, tu vois, j'ai tout du profil bobo, donc le Biocop, c'est ma Ça passion, match. tu Mm. vois. Donc j'arrive au Biocop, je pose mon petit flyer, je suis trop contente, en plein Bordeaux et tout. Et là, genre un quart d'heure après, il y a quelqu'un qui m'appelle et me dit ouais, j'ai vu votre flyer, j'étais là putain, truc de ouf et tout, ça marche et tout, alors que bon, les flyers ça marche pas, tu vois. Ça va être un Mais carton. ça Ouais, sème des graines, tu ouais, bien vois. sûr. C'est pour ça on me dit ouais, il faut faire des flyers, des cartes de visite. C'est que de la visibilité, mais c'est À ultra un moment important. donné, il faut aller Bien un sûr. peu partout. Et donc, il m'appelle, machin. Et en fait, c'était pour m'inviter à une réunion de chefs d'entreprise, un BNI, donc que sûrement plein de personnes connaissent. Il y en a plein, et Ouais. voilà. Et donc, moi, je dis, bah, pourquoi pas. Je connaissais personne à Bordeaux, moi.
Et j'arrive dans le truc, et là, j'ai un gros coup de cœur sur le BNI. Je me dis, putain, c'est un truc à l'américaine, ça fonctionne dans le monde entier. Enfin, il y a une partie de ma tête qui me dit, si ça fonctionne dans le monde entier, et pour tous les corps de métier, bah pourquoi ça fonctionnerait pas pour moi, tu Pour vois. préciser, les BNI, c'est des réunions de chefs d'entreprise sur des zones bien définies. Il y en a dans les villes, dans les régions, enfin bref, c'est des... Il y en a dans le monde entier, quoi. Ouais. Et donc, en gros, l'idée, c'est de faire du business entre chefs d'entreprise, mais chaque chef d'entreprise est un particulier, bon, voilà. Et donc, bon, moi, ça match, le groupe me parle, machin, donc en fait, je dis oui, tout de suite, je signe. En plus, c'est quand même un gros budget annuel, tu vois, mais toujours dans cette énergie-là, et ça, je trouve que ça manque aussi parfois quand... Bon, il faut avoir le budget, mais tu vois, de t'investir, en fait. C'est un investissement, et dès le départ, c'est la base de l'entrepreneuriat. Je le savais pas forcément, mais si tu n'investis pas, voilà. Donc d'aller dans des groupes de chefs d'entreprise où tu payes pas, pour moi, bah en fait, tu bosses pas. Enfin, tu vois, tu bois des cafés, mais en fait, t'as pas le temps. Bon, je vais pas partir sur ce sujet-là, parce que je peux en parler des heures, mais non, c'est juste pour dire que, en tout cas, Non, mais c'est très clair. ça m'a parlé. Et donc très vite, on monte le truc. Le mec qui monte le groupe me dit, est-ce que tu veux devenir présidente? Enfin, tu vois, ça a commencé à prendre une ampleur assez importante. Et donc, ça m'a formée sur plein de choses. Et donc, mes premiers clients, après, sont arrivés directement via le BNI. Et bien sûr que je me souviens des missions. Enfin, je me souviens de toute façon de toutes mes missions. Mais je me souviens, j'ai accompagné une famille que j'embrasse, qui essayait d'avoir un enfant. Alors, c'est pas pour ça qu'il m'appelait, mais c'est vrai que voilà, quand on a des projets de vie comme ça et qu'on vit un peu dans du bazar, il y a besoin de faire du tri pour laisser la place à d'autres choses, quoi. Et j'ai adoré bosser avec ce couple-là. Voilà, c'était vraiment super. Et voilà. Et donc, en fait, ça a commencé comme ça, d'avoir mes premiers clients. Au début, c'était un peu le bouche à oreille, qui fonctionne pas si bien que ça par rapport à mon métier, parce qu'on est sur du particulier. C'est comme d'aller voir un psy, quoi. Tu vois, donc, faut quand même que les gens soient prêts. Mais il y avait dans le BNI quand même des gens qui m'appelaient pour faire le tri dans leurs papiers, dans leur entreprise. Donc finalement, là, ça marche un peu mieux de bouche à oreille, parce que tu vois, tu rentres moins dans l'intimité. Et puis petit à petit, création de communication. Mais vraiment, le premier truc que j'ai fait, c'est du réseau, quoi. J'ai réseauté dans Bordeaux. Mais c'est bien que tu précises par rapport aux entreprises, etc. C'est qu'en fait, finalement, parce que comme moi, tu me parles de tri, tu vois, au premier abord, je vois que le particulier dans sa maison où il y a plein de trucs partout, il ne sait plus comment trier, comment faire, etc. Et donc, il a un vrai besoin extérieur. Mais donc, c'est assez large, en fait. Tu peux aller jusque accompagner justement des sociétés qui ont besoin de faire le tri et tout ça. C'est quoi un peu juste pour rentrer un peu dans les coulisses, c'est quoi un peu le procédé, en fait, parce que là, si je prends le particulier, tu rentres dans la vie des gens, tu rentres dans leur intime, ils te font confiance à 300%, mine de rien, tu as accès à toute leur vie. Donc, c'est quoi le procédé et un peu le modèle opératoire, justement, comment tu les accompagnes pour trier? Alors, la première étape, c'est la confiance. Donc, effectivement, d'où les réseaux sociaux. Honnêtement, je m'en serais quand même bien passé des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, voilà, et je les remercie, les réseaux. Mais c'est la confiance. Donc, en fait, les gens, ils ont besoin de me voir, de m'entendre, de sentir mon énergie. Il y a des gens avec qui ça va matcher, d'autres pas du tout, où ils vont aller voir d'autres home organizers. Donc, à partir de ce moment-là où ils me voient, voilà, il y a un truc d'être rassuré parce qu'ils m'ont entendu, vu. Donc, il faut être partout. Ouais. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Une fois qu'ils m'ont vu et qu'ils sont rassurés, il va y avoir un élément déclencheur dans leur vie qui vont faire qu'ils vont m'appeler. Il y a une graine qui est semée, ils vont pas forcément m'appeler tout de suite, tu vois. En général, les clients m'appellent quand ils sont vraiment au bout du rouleau, au bout du scotch, de genre là, je n'en peux plus, je n'y arrive pas. Il n'y a plus de solution. Et ils ont essayé souvent de faire eux-mêmes, tu vois. Voilà. Donc, il y a des livres sur le rangement, il y a des boîtes, tu vois. Et après, en fait, ce qui se passe tout simplement, moi, j'allais chez eux. Je les rencontrais, je visitais la maison, voir si c'était possible ou pas de faire du tri, voir si c'est pas maladif, parce qu'il y a des gens malades. Ça n'a jamais été le cas, mais je précise, des gens qui ont la maladie de Diogène, par exemple, on les accompagne pas. C'est une maladie, c'est une pathologie grave, donc voilà. Et voilà. Et après, une fois que ça match et que le devis est validé, on choisit ensemble si on fait une demi-journée. Moi, je travaille par demi-journée. Okay. Une demi-journée, une journée, 3 jours, 4 jours, toute la maison, juste une zone. Bon, on définit ça ensemble, sachant que toujours l'idéal, c'est de faire toute la maison pour vraiment aller au bout. Mais parfois, les clients, ils sont pas prêts. C'est jamais une question de budget. On peut dire que j'ai pas d'argent et tout, c'est une question de priorité. L'argent, c'est pas un souci en soi, c'est juste qu'on a d'autres priorités, et auquel cas, où on n'est pas prêt. Ouais. Et donc, voilà, pour vraiment faire le travail à fond, c'était bien de faire toute la maison, mais bon, des fois, c'était pas le cas, on faisait juste des demi-journées. Et après, concrètement, en gros, on va dire, par exemple, je viens pour faire la chambre, tu vois, le dressing. Enfin, souvent, parce que dans les chambres, il y a les dressings et les vêtements. Ouais.
J'arrive, on sort tous les vêtements, on les pose sur le lit, on les prend un à un, enfin je les prends un à un et je montre à la personne et on voit ensemble si on garde ou si on garde pas. Donc moi, mon travail, c'est vraiment d'accompagner la personne à faire son choix. Je Ok. vais pas lui dire, bah ça c'est moche, ça te va pas, ou ça dégage, c'est troué. Pas tout à fait. Il faut être un petit peu plus subtil que ça. Nous, on n'a pas. Notre travail, c'est pas de porter un jugement et de dire il faut garder 3 robes et 3 pantalons. Ouais. Nous, on accompagne la personne pour savoir. Enfin, en tout cas, moi, mon approche, c'est vraiment de se dire est-ce que ça t'apporte de la joie? Est-ce que tu es bien dans ce pantalon? Ouais. Et en gros, de toute façon, d'une manière très simple, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il y a un côté très psychologique quand même, Oui, très psychologue là-dedans, clairement. dans l'accompagnement, parce qu'on est quasiment au-delà du tri, c'est que tu es une aide extérieure, Oui. d'un soutien ouais, quasiment psychologique. Ouais. On n'est pas formé à ça. Enfin, on connaît, moi, dans la formation, je Ouais, parle des différents profils, etc. Mais évidemment que quand une personne, elle bloque sur un pantalon, donc une personne lambda, c'est pour ça que c'est important d'être accompagné par des professionnels, va dire non, mais attends, ça va, c'est moche, tu ne le mets pas, bon, bah, on l'enlève. Mais derrière ce blocage, il y a quoi? Je l'ai acheté, il est neuf, je ne l'ai jamais mis, je culpabilise. Donc, est-ce qu'on va justement prendre conscience que pourquoi tu l'as acheté, qu'est-ce qui s'est passé à cet instant-là? Je le garde parce que, en fait, quand je l'ai acheté, c'est le jour où j'ai appris que ma mère était morte, tu vois. Enfin, ouais, ouais. voilà, Parce qu'il y il a peut une y avoir histoire derrière. plein de Ouais. raisons. Et donc, nous, notre travail, c'est d'aller voir la raison. Si c'est un objet sentimental, on peut le garder, même si c'est une émotion négative. Et Mm. si la personne, elle n'est pas prête, on va surtout pas l'enlever. Donc, il y a vraiment... mais par contre, on va pas aller gratter, c'est-à-dire que, comme peut faire un thérapeute sur « Ah, mais oui, vous aviez quoi comme lien avec votre mère ?» Enfin, tu vois, Oui, mais ton travail, c'est quand même de déceler des fois sur des sujets ou sur un des vêtement blocages. qu'il y a quelque chose qui se Bien sûr, cache derrière. bien sûr. Et ça t'arrive de faire le tri en plusieurs étapes. Justement, les gens sont pas forcément prêts. Tu fais une première étape où bah, tu fais un premier tri et peut-être un peu plus léger, juste pour que les gens s'habituent à ce procédé-là. Et tu reviens quelques jours, semaines après, pour là réellement aller au fond des choses et avoir ce vrai impact. En général, en tout cas moi, Mm. avec moi, non, j'arrivais toujours à débloquer les choses. Ok. Il peut y avoir un blocage sur un objet ou un vêtement et on passe à un autre vêtement. Et voilà, il y a une énergie quand même, tu vois, tu es 4 heures avec quelqu'un et tout. Donc, je pouvais revenir pour une autre pièce, mais non, ça n'est jamais arrivé. En tout cas, moi, j'ai toujours réussi à débloquer les choses et à aller voir en profondeur, tu vois, ce qui se passait. Donc oui, c'est un vrai travail sur soi hyper profond. Donc, et une fois qu'on a tout trié, là, on a notre travail de réorganisation, de comment on range pour que ce soit pratique pour telle personne. Donc, une personne qui fait beaucoup de sport, bah, tu vas faire une zone sport et pas les pantalons avec les pantalons. Enfin, tu vois, au niveau de l'organisation, il n'y a pas vraiment de règle. Tu t'adaptes à la personne, ce qui est le plus logique pour elle, quoi. Et donc là, ça, tu démarres ça. Donc, tu es toute seule au Ouais, démarrage. ouais, Tout à l'heure, tu as dit qu'est Bordeaux. oui, Donc, tu es de la région oui. parisienne, tu as voyagé un peu partout. Et pourtant, tu vas donc à Oui. Bordeaux. Tu démarres cette activité en étant sur Bordeaux. Pourquoi Bordeaux? C'est un choix business, c'est un choix perso. Qu'est-ce qui fait que tu atterris là-bas? Ça va vous faire rire, hein. Préparez-vous. Vous pourrez mettre ça dans le teaser. En fait, donc je me sépare. Ça a son importance quand même dans l'histoire parce que au moment où je me sépare à cette époque, je commence à faire un travail sur moi. Donc tu vois, je commence à aller voir une acupunctrice parce que tu vois, ça allait pas et tout ça. Enfin, une acupunctrice, des thérapeutes. Enfin bon, je commence à découvrir le monde du développement personnel, Ok. l'océan. Et donc, au même moment, je rencontre la personne qui est devenue mon meilleur ami, qui est médium, ok, qui tire les cartes et tout ça. Et bon, je sais plus exactement comment ça s'est passé. En tout cas, je suis allée voir un médium à Paris. Mais genre, voilà, je suis allée le voir, j'ai pris rendez-vous, j'avais jamais vu de médium et tout. Je dis vas-y et tout, j'y vais. Je sais plus qui m'avait conseillé ça. Et donc, le mec me dit plein de trucs qui se sont réalisés, qui sont notamment un qui s'est réalisé là il y a quelques jours, donc c'est quand même assez ouf. Mais ça, je peux pas vous le dire. Teasing, il faudra vous abonner à mon compte Insta. Non, mais en tout cas, voilà, il me dit plein de trucs, voilà. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées avec le recul. Ça fait presque 10 ans. Ok. Et il me dit, tu vas partir vivre à Bordeaux. Donc bon, là, les gens qui sont sceptiques vont dire, bah oui, mais si, t'as dit ça du coup. Mais effectivement, ça a orienté mon choix à ce moment-là. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas Bordeaux? Je suis allée voir, je suis allée visiter, je trouvais ça cool. J'avais 2 potes qui habitaient quand même là-bas. Et voilà, j'ai choisi Bordeaux pour ça.
Parce que mon médium, il m'avait dit Bordeaux, tu vas partir vivre à Bordeaux, tout simplement. Il n'y a pas de. Je sais. Non, j'exagère, c'est pas tout à fait vrai, mais en fait, moi, je voulais une grande ville, quand même. Je voulais une ville avec un pouvoir d'achat, quand même, parce que, bon, mine de rien, c'est un nouveau métier, tu vois. Donc, j'avais quand même besoin d'avoir un peu des bobos, quoi. Ouais. Voilà. En tout cas, dans la cible que j'ai, c'est pas du tout une critique, mais tu vois, des gens qui s'intéressent au développement personnel et qui sont prêts à payer quelqu'un pour venir ranger chez eux, ce qui est Après, il y a pas... un vrai lien, hein, Paris-Bordeaux. Maintenant, encore plus. Beaucoup de Parisiens ont fait le chemin pour aller à Exactement. Bordeaux. Ça a été assez naturel à un moment Exactement. donné. Mais Euh, ouais. mais on va revenir sur quelque chose parce que tu parles beaucoup de pendule, Oui. médium. Bah oui. Et tu as dit qu'il y avait quelque chose de très thérapeutique aussi dans tout Mm. ça. Justement, définis-moi un peu ça et qu'on comprenne, parce qu'on voit qu'il y a eu un changement quand même. Ce que tu décris, tout ce qui est pendule, médium, etc., est arrivé après Oui. ta carrière dans l'audiovisuel. Donc, comment pourquoi, en quoi tu définis ça de thérapeutique et en quoi tous ces métiers ou toutes ces thérapies annexes ont eu un vrai impact sur toi et sur ce que tu es maintenant? En fait, voilà, j'ai commencé du coup à travailler sur moi quand j'ai changé de métier. Et c'est vrai que moi, je suis très curieuse de base. Donc en fait, j'ai testé plein de trucs, tu vois, et je suis très curieuse et très, très ouverte. Et en même temps, je suis très scientifique. Tu vois, j'ai fait S, donc j'ai vraiment les pieds sur terre. Mais par contre, si tu me dis, bah tiens, là, il y a une entité, il y a un fantôme, tu vois, j'y crois, quoi. Enfin, en fait, je suis pas... Je dis, ah ouais, ok, c'est cool. Enfin, voilà. En fait, ça m'amuse plutôt, je trouve ça cool. Et je me suis surtout rendu compte, donc à l'époque, donc je rencontre ce fameux Marc qui est devenu mon meilleur ami. Et lui, il me tirait les cartes, comme ça, on s'amusait, il me tirait les cartes et tout ça. Et il m'a toujours dit, non, mais attends, ça va être, tu vas cartonner ton entreprise, tu vas former des gens, tu vas faire une émission télé, non, 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 tu vois, ça me donne des frissons. Et du coup, en fait, ça m'a un peu tenu ce truc-là, tu vois, ça m'a un peu... Ouais, c'était ton fil rouge. je le croyais, quoi, tu vois, Mm. et effectivement, il s'est passé plein de choses. Donc, pareil, hein, pour les sceptiques, tu te dis, bon, peut-être que du coup, ça m'a aidé à aller plus loin, et tant mieux. Peut-être que... Mais voilà, donc en fait, moi, ça m'a quand même pas mal tenu. Et en parallèle de ça, donc moi, en fait, je considère ça comme des outils, le pendule, les cartes. Ma croyance personnelle, c'est que on est accompagné là-haut par un grand-père mort, par un dieu, par, tu vois, là, Mm. par des anges, je sais pas, selon les croyances. Et que là-haut, ils sont là pour nous aider, nous accompagner. Mais que nous, bah, dans le flot du quotidien, tu vois, bah voilà, t'es speed, t'es là, t'as tes problèmes, tu vois pas. Et comme ils peuvent pas envoyer un petit SMS, un mail en disant, au fait, tu vois, nous donner des indices, ils nous en donnent, mais on les voit pas, je pense. Eh ben, il y a plein de nouveaux outils qui sont sortis. Donc, le pendule, en gros, on n'a besoin de rien. On pourrait tout savoir nous-mêmes, mais l'humain a besoin de ces outils-là. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans non plus les dépendances et tout ça. Mais en tout cas, moi, ça a été vraiment un outil qui m'a beaucoup aidée. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée là aujourd'hui, c'est sûr. Ouais. Parce que, voilà, j'ai eu ce truc de pendule, de cartes. Et ça m'a fait aussi beaucoup travailler sur moi, mes problématiques. Parce qu'en fait, en vrai... Bah, typiquement, quand tu as des clients, des problématiques avec des clients, ou que tu galères à monter ta boîte, ça vient réveiller un truc en toi, ça vient chercher un truc en toi que tu n'as pas réglé. Tu vois, j'en suis convaincue. Donc, pour moi, de monter sa boîte sans faire un travail sur soi, à un moment donné, ça va te péter à la gueule. Tu vois, il y a vraiment un truc de soit tu vas faire un burn-out, soit tu vas... L'un va pas sans l'autre. C'est comme d'avoir un gosse et de pas faire un travail sur soi. À un moment donné, tu vois, c'est... Waouh, ça fait remonter des trucs. Là, je dis ça parce que je suis jeune maman et ça m'a mis une bonne claque. Donc voilà, donc c'est des outils qui m'ont aidée au quotidien et je continue à les utiliser, à tester, plus ou moins, tu vois. Mais d'un côté, je m'amuse. Voilà, ça reste amusant et je pars pas dans des délires. Ouais, je reste ancrée sur Terre. Mais je pense que là-haut, il y a une aide et du coup, je la prends, quoi. Oui, et puis pour le coup, ça t'apporte réellement quelque chose. Oui. C'est-à-dire que au-delà de tout ça, c'est que tout ce qu'on peut te dire, etc., finalement, t'apporte une sorte de fil conducteur sur lequel bah, tu t'accroches, tu crois, peut-être que ça t'aide aussi. Ouais. Et donc pour le coup, c'est plutôt intéressant. Bon, revenons sur la fée du tri. Donc, tu démarres seul avec bah, tes petites mains et tu lances ta société. Et donc, bah, explique-nous justement l'évolution et comment la fée du tri bah, grandit. Et voilà, tu as ce rêve d'émission de télé. Ça devient une émission de télé, tu as ce rêve de former des gens, tu vas former des gens. Donc comment tu franchis toutes ces étapes les unes après les autres? En fait, j'ai un peu suivi ce qui se présentait à moi, parce que j'avais donc, à part cet ami Marc qui m'a dit tu formeras, mais tu vois, j'avais complètement oublié ce truc-là, et puis je le croyais pas du tout, tu vois. Mhm.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que les personnes qui me suivaient sur les réseaux, c'est des personnes qui adorent ranger et organiser, et non pas des personnes qui ont besoin d'aide, tu vois, qui sont bordéliques. J'avais pas tout à fait bien ciblé, trop défini ma cible. Et en fait, à un moment donné, il y a une année, j'ai été contactée, mais on m'appelait quasiment tous les jours. J'avais mon numéro à ce moment-là en ligne. Ok. Et pour des gens qui me disaient « Ah, j'aimerais trop faire votre métier, est-ce que vous pouvez me donner des conseils, etc. » Et moi, je passais vraiment, parce que c'est important pour moi de répondre à tout le monde, je répondais à tout le monde. Je passais beaucoup de temps au téléphone et tout, machin. J'imagine. Et au bout d'un moment, mon cerveau, il a quand même dit « Attends, on va mettre en place un truc pour… » Donc, j'ai commencé à faire des réunions, tu vois, genre dire « J'organise une conférence, venez tel jour, tu vois, parce que sinon, je répétais tout le temps la même chose. » Et au bout d'un an, j'avais eu, je pense, entre 350, 400 appels ou mails, tu vois, de gens. Je dis, attends, là, tu vois, la connexion à l'univers te dit, attends, là, peut-être un truc à faire, là. Et là, on m'ouvre une voie, est-ce que je la prends ? Et j'avais quand même eu beaucoup d'expérience, j'avais quand même trié beaucoup de maisons à cette époque et tout. Je me dis, bah écoute, je vais créer ma formation. En plus, j'avais eu toutes les questions de toutes les personnes, donc je savais ce qu'elles attendaient, quoi. Donc, j'ai pris quand même pas mal de temps, ça m'a pris 1 an. J'ai créé une formation que j'ai commencé en présentiel à Bordeaux, et la première était pleine. J'avais 15 personnes, c'était rempli, donc je me dis, waouh, trop cool. Et le Covid est arrivé juste derrière. Donc, je me suis réinventée comme tout le monde, tu vois. Donc, les personnes qui devaient venir en présentiel, on a fait ça sur Zoom, et j'ai bien vu que c'était quand même un peu lourd, etc. Et donc, j'ai décidé de la mettre, de continuer le présentiel pour plus tard, parce que je savais pas ce qui allait se passer avec le Covid. Et donc, entre 2 confinements, j'ai tourné une formation en studio comme ça. J'ai tourné ma formation filmée avec une équipe d'une boîte de prod et tout ça. Ok. Et donc, sortie du Covid, je continue mes formations en présentiel, ça cartonne, ça se remplit tout le temps. Donc, pour moi, c'est aussi un signe de l'univers, c'est-à-dire que si je fais 3-4 formations et qu'il y a 2 personnes qui s'inscrivent, si ça avait été le cas, j'aurais changé de direction. En fait, tu vois, je ne vais pas forcer le truc si ça ne va pas. En me disant, non, il faut que je fasse autrement. Non, si ça doit se remplir, ça se remplit. Et donc, je lance toutes mes formations en ligne, donc grosse machine, pareil, toute seule. Donc, j'étais quand même, petit à petit, je me suis quand même entourée de freelances ils m'ont toujours accompagnée sur la com. La com, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré à trouver quelqu'un de bien, c'est pas simple. Mais tu vois, j'avais quand même des gens autour de moi, une photographe, quelqu'un qui m'écrit mes articles de blog, des gens de confiance, un petit groupe un peu qui bosse avec d'autres personnes, tu vois. Ok. Et voilà. Et donc, en fait, à un moment donné, je faisais des formations en présentiel, je faisais beaucoup de com pour ma formation en ligne, et en plus, je faisais des missions. Et là, j'ai frôlé le burn-out. Le burn-out, il est là, tu vois, toujours un peu là, genre, youhou, salut. Donc, il est jamais très, très loin. Et là, j'ai dit non, mais en fait, je peux pas continuer. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de dire, j'arrête les missions. Physiquement, en fait, je peux plus tout faire. Mais je veux pas complètement arrêter, donc je lance un réseau d'ambassadrices. Ok. Là, ça a été un vrai temps de réflexion quand même long, parce que quel format je fais ? Est-ce que je fais une franchise ? Est-ce que machin ? Enfin, tu vois, je me suis posé toutes ces questions. Et bon, je demande un peu les avis, mais en fait, j'étais quand même un peu seule avec moi-même, tu vois, au final, voilà. Et donc, je décide de dire, OK, je lance un réseau d'ambassadrices sur toute la France. Donc, quelques personnes que j'ai formées, elles vont intégrer mon réseau pour qu'on soit présente dans toute la France, pour répondre aux demandes que j'ai sur mon site internet qui tournent bien. Et tu vois, toujours cette idée Stéphane Plaza. Tu vois, en me disant, j'ai toujours cette idée d'émission télé en tête. Le jour où j'ai mon émission qui cartonne, on est là. On est en France et on peut répondre à la demande. Sinon, effectivement, ça sert à rien. Et donc, j'ai monté ce réseau. Donc, aujourd'hui, on est 30 sur toute la France. Là, je vais ouvrir peut-être la Belgique et la Suisse. Ok. Parce que du coup, dans les formations, j'ai beaucoup de francophones qui se forment, donc qui ne sont pas forcément en France. Donc, j'ai des personnes qui sont en Afrique, des personnes qui sont à Dubaï, à New York. Ce n'est pas la majorité, mais tu vois, voilà. Ouais. Et donc, en parallèle, moi, je continue à former en présentiel. Et je me concentre vraiment sur la formation. Ouais, j'ai arrêté Paris. Je fais que Bordeaux. Ok. J'ai un peu réduit la voilure, et surtout à ce moment-là, je me suis aussi dit, j'ai rencontré mon mari. Merci Tinder. Petite parenthèse, quand même. D'ailleurs, il faudrait que je les contacte pour les inviter au mariage. Non, mais voilà, j'ai rencontré mon mari, donc une autre perspective aussi, parce que quand tu montes ta boîte et que tu es célibataire, voilà, moi je bossais 80 heures par semaine, je bouffais des livres rouges, je faisais n'importe quoi. Enfin, tu vois, c'était pas du tout une vie. Et là, tout d'un coup, il y a une perspective un peu différente en me disant, oh, j'ai envie de vivre en Dordogne, de fonder une famille. Donc,
le perso est revenu un peu dans ma vie, ce Ouais, qui n'était pas le tu l'as cas. remis au cœur du Ouais, voilà, c'est projet. ça. Et donc là, on est parti vivre en Dordogne il y a 2 ans et demi. Et donc, l'idée, c'était aussi voilà, de lever un peu le pied sur le travail parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup travaillé et que j'ai pas envie de me faire un burn-out parce Mhm. que je sais ce que c'est. Enfin, j'ai vu sur des copains et voilà, c'est pas drôle. Et voilà, et continuer à m'amuser, à bosser. Voilà comment ça a évolué, en fait, fait du tri, quoi. Et justement, là, donc maintenant, jeune maman, installée en Dordogne, comment tu vois la suite de la Fée du Tri? Est-ce que tu as des objectifs, des envies, des rêves pour continuer à avancer un petit peu tout en prenant du temps pour toi personnellement et pour ta Mm. famille? Est-ce que tu as envie de l'emmener quelque part ou de rajouter des choses? Qu'est-ce qui te manquerait en fait dans la Fée du Tri aujourd'hui? Bah, j'ai toujours ce projet d'émission qui est dans un coin de ma tête, qui n'arrive pas. Et à chaque fois, c'est assez drôle parce que j'ai fait des castings, tu vois, je suis arrivée deuxième. J'ai fait beaucoup de choses. L'émission est vraiment, c'est venu vraiment me titiller plusieurs fois. Ça s'est pas fait. J'ai pas encore tout à fait compris le message, si c'est que c'est pas le moment ou pas fait pour moi. Mais tu vois, il y a quand même une partie de moi qui a envie de faire ça. Ok. Donc, mon rêve ultime, et quand j'aurai fait ça, j'arrêterai la Fée du Tri, c'est d'aller chez les célébrités et notamment d'aller trier les slips de Julien Doré. Notamment parce que j'adore le mot slip. Et voilà, c'est un peu le truc où je répète ça avec mes copines, mais je dis non, mais moi, je veux trier les slips de Julien Doré, je veux rentrer dans son Bah écoute, dressing. si on peut faire passer le Voilà. message. Si Julien... Mais j'ai essayé, hein, j'ai envoyé... Non, mais je dis ça en rigolant, je m'en fous des slips de Julien Doré, T'as mais envoyé c'est un juste message en que... disant j'aimerais trier tes slips. Ouais, j'ai envoyé... Ouais, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un réel là-dessus. Non, mais en fait, je suis hyper à l'aise avec les gens. J'ai travaillé avec des célébrités, entre guillemets, qui, je sais, sont des personnes comme tout le monde. Oui, c'est des gens Donc, normaux. Ouais. voilà. Mais je trouverais ça intéressant de rentrer un peu dans leur intimité. Donc, c'est un projet assez ambitieux parce que, bon... Oui. Faut rentrer dans l'intimité des gens, mais ça me ferait vraiment kiffer. Et puis d'apporter justement cette touche aussi spirituelle que je mets entre guillemets parce que ça peut faire un peu flipper, mais il y a une autre approche que le pratico-pratique et le rangement, etc. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Donc on verra. Ça a failli se faire, ça s'est pas fait. Bon voilà. J'aimerais beaucoup faire un podcast, mais tout ça, tu vois, je me dis avec l'émission, j'ai pas encore le sujet et c'est un vrai travail. Donc là, je suis plutôt en énergie de... J'atterris, j'emménage dans De ma poser maison, les choses. voilà, tranquille. Donc voilà, c'est plutôt ça les objectifs. Et à terme, vraiment, moi j'ai envie que le home organizing devienne un métier commun comme coach sportif, comme tu vois, que ce soit normal de faire appel à quelqu'un pour venir t'aider à ranger, que ça rentre dans les mœurs et que le métier soit pérenne, quoi. C'est marrant parce que quand tu parlais et quand tu expliquais le métier, etc., c'est vraiment le parallèle que j'aurais fait. J'aurais fait avec le coach sportif, justement, qui s'est ultra développé à la maison, etc. Et je trouve que c'est quasiment la même chose dans un autre domaine, mais c'est vraiment le parallèle, me semble ultra juste. Et c'est comme ça que moi, je l'aurais perçu. Et si j'avais fait un parallèle, je l'aurais fait avec le coaching sportif. On arrive vers la fin du podcast. Je termine souvent avec deux questions. La première, c'est, mais j'ai déjà la réponse, et puis en plus maintenant, on est dans un moment où tu es bien installé, jeune maman, etc. Mais comment as-tu vécu justement ta reconversion et est-ce que tu estimes aujourd'hui que c'est une reconversion réussie et donc tu ferais pour rien au monde machine arrière? En fait, j'arrive à avoir du recul que maintenant parce que je l'ai vécu vraiment comme une machine qui m'a un peu happée sans m'arrêter, tu vois. Ouais. C'est grâce à ça que je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui, donc c'est super. Mais je ne referai pas différemment. Mais je pense que je me reconvertirai un jour, je ne sais pas dans quoi, mais je ne vois pas fait du tri pendant 30 ans encore. Enfin, en tout cas, pas sous cette forme-là. Ouais. Donc, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, si je fais une autre conversion, j'ai envie d'un peu plus de douceur et d'écoute, tu vois, de moi-même, d'y aller un peu différemment dans... Voilà, peut-être la permaculture au travail, tu vois, un espèce de truc un peu, une approche différente de vite, les réseaux, les machins. J'aimerais bien faire un petit peu différemment. Mais j'ai pas, mais voilà, avec le recul, je suis très contente de ma reconversion. Je suis hyper fière parce que j'ai quand même réussi à faire beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis aussi contente d'avoir justement fait ce travail sur moi parce que clairement, si je l'avais pas fait, c'était burn-out, c'est sûr. Ouais. Et donc, je trouve qu'il faut être vraiment vigilant quand on lance sa boîte parce on peut avoir un patron qui nous mène au burn-out, mais quand c'est nous-mêmes notre propre patron, on est encore plus dur. Et voilà. Petit point de vigilance. Je partage. Et dernière chose, si tu avais un petit conseil à donner à toute personne, justement, à l'ancienne Élodie qui était justement dans le monde du cinéma,
Aujourd'hui, de changer de vie, c'est pas toujours évident et on a du mal à. J'ai envie de dire que tu as limite eu cette chance d'avoir ce côté un peu tête brûlée de te dire j'y vais et je fonce, ce qui n'est pas souvent le cas. Quel conseil tu pourrais donner ou petit truc qui te vient comme ça à Moi, l'idée? c'est une phrase que je me répète souvent et bon, au début, quand on l'a pas vécu, on a du mal à y croire et tout, mais en fait, c'est vraiment tout est possible tant qu'on t'a pas prouvé que c'était impossible. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, tout est possible. Et c'est vrai que quand tu commences à le vivre et que tu dis, bah ouais, effectivement, ça je l'ai fait, waouh, trop bien, tu rentres dans un cercle un peu vertueux. Et au début, il y a les peurs, mais en fait, tout est possible. Il y a pas de limite, en fait, et ça vaut le coup. Parce que finalement, derrière, on crée une vie. Là, aujourd'hui, moi, je crée une vie qui est incroyable, quoi. Franchement, je vis des trucs et c'est que le début. Je pense que je vais encore vivre plein d'autres trucs cool. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Bah, je pense que c'est un très beau message de fin pour le coup. Merci beaucoup, Elodie, Avec plaisir. pour ton parcours et ton partage d'expérience. Et puis, on va te suivre de très près, La Fille du Tri, avec donc une émission de télé bientôt. Ouais. C'est la fin de cet épisode d'Objectif Reconversion. J'espère que cet échange avec Elodie Boulard aura nourri tes réflexions et donné l'envie de te lancer. Pour ne pas manquer le prochain épisode, abonne-toi à mon podcast sur tes plateformes préférées. N'hésite pas à liker, commenter et partager sur tes réseaux. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. C'était comme à la maison. J'ai pas vu le temps passer. J'ai trouvé ça super agréable, confortable. J'ai adoré.